Vous pensiez avoir exploré ce personnage de fond en comble, pourtant il vient tout juste de nous révéler de nouveaux secrets. Arrivant comme l'antagoniste ultime de Dragon Ball, ayant eu le dessus plus d'une fois face à la Team Z, qui mettra tout son cœur pour enfin réussir à vaincre son côté maléfique. Souvent à défaut pris pour la créature de Bibidi, ce personnage a créé de nombreux conflits dans la communauté Dragon Ball. On va parler aujourd'hui de Majin Buu. Dans cette vidéo, nous reviendrons aux origines du personnage en explorant les différentes œuvres de Dragon Ball dans lesquelles il est apparu ou a été mentionné. Et enfin, nous essaierons de répondre à cette éternelle question, qui est le plus puissant entre Kid Buu et Buu-Han? Mais pour commencer, je vous propose de revenir d'abord sur la genèse du personnage. Ça fait une éternité que je rêve de ce moment, dépêche-toi Buu, ne me fais pas attendre plus longtemps. Alors qu'Akira Toriyama pense avoir parfaitement clôturé son manga avec le combat dantesque de Gohan et Cell, mettant d'ailleurs en scène la mort de son personnage principal Goku, qui demande cette fois-ci à ne pas être ressuscité. Car quand Goku demande à ne pas être ressuscité, c'est évidemment Toriyama qui explique qu'il n'y aura pas de retour du manga. Mais celui-ci va être rappelé à l'ordre par les fans de la licence, se sentant presque orphelin quant à l'idée que les aventures de la Team Z soient définitivement terminées. C'est donc sous la pression que Akira Toriyama décide finalement d'offrir une suite à son manga Dragon Ball, mais à une seule condition, qu'il puisse faire ce qu'il veut, s'éclater et revenir au précepte de ce qu'il aime faire dans le dessin, l'humour. Et dans ce nouvel arc, l'ambition de Toriyama semble claire, casser les codes qu'il a lui-même donnés dans le lore de son univers en apportant un récit plus comique. Mais je vous rassure, je vais vous développer cet aspect au fur et à mesure de la vidéo. Cette dimension humoristique est d'ailleurs très présente quant au développement de la présentation de Gohan, devenu adolescent, allant au lycée et embrassant une carrière de justicier qui combat le crime. Un récit qui peut d'ailleurs sembler assez faiblard pour une licence telle que Dragon Ball. Cependant, le récit en soi est l'amorce d'un nouvel arc amenant le plus dangereux des antagonistes que tous nos héros aient pu rencontrer. Bien évidemment sans suspense, il s'agit de Majin Buu. Au début du récit, Toriyama prend le temps d'amorcer son antagoniste, se servant de Kaioshin pour décrire la créature comme une création maléfique du sorcier Bibidi et dont le fils Babidi essaye d'éveiller. D'ailleurs, avez-vous remarqué que les noms utilisés par Toriyama étaient une référence directe à Cendrillon, Bibidi, Babidi, Boo. C'est Bibidi Babidi Boo. Mais à côté de ça, dans l'amorce de ces nouveaux personnages, Toriyama pousse le lecteur à s'imaginer lui-même de quelle manière tous ces nouveaux personnages vont pouvoir déployer leur force. Dès la présentation de Kaioshin, on constate un petit bonhomme assez chétif qui paraît pourtant extrêmement puissant, ne serait-ce que par le charisme du personnage dégagé au début de son apparition. D'ailleurs, Toriyama fait le choix de ne pas faire combattre ces deux nouveaux personnages, Kaioshin et Kibito, mais nous pousse à nous imaginer que derrière cette sagesse se cache une grande puissance. Par la suite, malgré l'hypothétique puissance de Kaioshin, on peut lire la peur qui émane du dieu en projetant l'idée que Majin Buu puisse être réveillé. Donc forcément, le lecteur commence à s'imaginer un être surpuissant, imposant, charismatique et qui glace le sang. À l'instar de Cell, l'antagoniste précédent, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, venant d'un futur alternatif, sans pour autant annoncer cette nouvelle menace, ou comme Freezer, rapidement intégré dans l'arc Namek. Bon, et là, je pense que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir quand je vous disais que Akira Toriyama cherchait à casser les codes pour ce nouvel arc, principalement sur les aspects physiques. Car lorsque Babidi réussit enfin à ouvrir le cocon de Buu, la découverte de ce personnage obèse un peu loufoque, qui aspire plutôt à un personnage comique plutôt que réellement dangereux. Bon, même si celui-ci va rapidement nous démontrer le contraire. On voit bien, comme je vous le disais, que Toriyama commence à casser ses codes classiques de guerrier sérieux, musclé, voulant démontrer que la puissance d'un personnage ne se résume pas à son apparence. Il avait d'ailleurs poussé cette idée dans Battle of God en proposant un Saiyan divin au design plus maigre que lorsque Goku est à l'état normal. D'ailleurs, vous constaterez que Akira Toriyama va directement s'inspirer d'un autre personnage d'un autre de ses mangas pour créer le car design de Majin Buu, se servant d'un antagoniste de Dr Slump comme point de départ, intitulé le génie de la théière. Celui-ci va lui servir à confectionner son personnage, que ce soit pour le car design, mais à côté, Toriyama cherche à respecter une soi-disant tradition qui voulait que ses antagonistes soient inspirés par ses éditeurs. En l'occurrence, Fuyuto Takeda. Il avait d'ailleurs procédé de la même manière avec ses prédécesseurs pour imaginer les apparences de Freezer et de Cell. Chose que Toriyama avait d'ailleurs démenti, expliquant que s'il s'était inspiré de ses éditeurs, ce n'était que purement inconscient.
Donc si Toriyama assume entièrement ce qu'il veut que Boo représente dans Dragon Ball, à savoir un antagoniste différent, avec un car design surprenant, puisant ses capacités avec autre chose que la simple puissance, arborant une approche de pouvoir magique, tel que se modeler comme un chewing-gum pour se reconstituer à volonté, ou encore pouvoir transformer son ennemi en ce qu'il veut, gâteau, chocolat ou autre. Boo va même avoir la faculté de guérison, rendant la vue à un aveugle, espérant pouvoir le terroriser. Tu me fais marcher, tes yeux sont fermés, c'est pour ça que tu ne me vois pas. Ouvre-les! Ne bouge pas. Je vois des formes et des couleurs. Oh, c'est incroyable, j'ai retrouvé la vue. Cependant, l'auteur va tout de même avoir du mal à prendre une position quant à l'écriture des véritables origines de la créature. Je m'explique. Quand on découvre Boo pour la première fois, on aperçoit tout de suite le M qui signifie Majin dessiné sur la boucle de sa ceinture. Même symbole que Babidi incruste d'ailleurs sur le front des personnages qu'il manipule. Arborant lui-même ce symbole sur sa ceinture, son père Bibidi le portant également sur son bonnet. Donc a priori, la paternité de Bibidi que Kaioshin avait évoquée plus tôt semble assez cohérente. Seulement dans une interview datant de 2014, Toriyama revient un peu sur les origines de Boo, nous offrant alors une nouvelle version. Et voilà ce qu'il avait déclaré. Bien que dans le manga, Kaioshin révèle que Bibidi, le père de Babidi, est son concepteur, en vérité, celui que l'on appelle Boo n'a pas été créé par Bibidi, mais existe depuis des temps immémoriaux. Il a enchaîné des cycles de destruction et de longue hibernation, et c'est au cours de ces cycles qu'il a emmagasiné en lui toute l'énergie malfaisante de l'humanité, devenant alors plus violent au fil des âges. Une nouvelle origine qui offre des mystères supplémentaires autour du personnage, et il aurait pu d'ailleurs être hyper intéressant de nous offrir une histoire spin-off quant aux origines de Boo. Bon, par exemple, ça aurait pu éviter les trous scénaristiques proposés par Daima. D'ailleurs, c'est dans la récente et controversée diffusion de cet animé, et que malgré ses incohérences, Daima étant canonique à l'œuvre originale, l'animé nous offre des révélations sur les origines de Boo. Et pour ceux qui n'ont pas vu Daima, je vais un petit peu spoiler, donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur le timecode de la fin du spoil. Nous découvrons finalement que même si Bibidi n'a pas créé Boo, n'en ayant pas la capacité, il en a toutefois passé commande auprès de Marba. Bon, du coup, je vous fais un tout petit point sur le personnage. Marba est un personnage qui nous est présenté dans Daima. C'est une sorcière très puissante qui, comme Bibidi, arbore sur son torse le fameux MD Majin. Elle vit dans le monde des démons, et puis quand on y réfléchit, Marba elle-même n'a pas tellement d'explications quant à l'exactitude de ce qu'elle a fait pour créer Boo, le qualifiant tout bonnement de simple accident. Elle va d'ailleurs réitérer l'exercice en créant d'autres Majin dits corrigés à la demande de la sœur de Kaioshin, le docteur Harinsu, ce qui fera naître Majinku et Majindu. Les deux personnages étant beaucoup moins maléfiques que Boo, voire même à certains égards moins utiles. Voilà, on va pas s'éterniser plus que ça sur Daima. Revenons maintenant à l'antagoniste qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir cumulé suffisamment d'énergie, Boo est libéré de son cocon, présentant alors, comme je vous le disais plus tôt, un être éloigné de la description de Kaioshin. Ce personnage en surpoids, tout rose, arborant un sourire innocent et ne semblant pas forcément être très malin. Et là, le premier troll de Toriyama commence à faire son effet, étant donné que nos héros ne se méfient pas tout de suite de cet antagoniste, si ce n'est Gohan qui ressent cette aura maléfique. Ce n'est qu'un imbécile. Non, 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 non. On dirait qu'on n'a pas grand-chose à craindre de ce Boo. Qu'est-ce que tu en penses? Au contraire, il est très dangereux. L'antagoniste se révèle finalement être un très bon combattant avec des aptitudes alors inégalables, se révélant même être un magicien pouvant transformer qui il veut en ce qu'il veut. Oui, vous allez dire que je me répète un petit peu et vous avez raison. Enchaînons. Dans un premier temps, Boo œuvre sous la coupe de Babidi, qui se sert de sa connaissance de la formule pour renfermer le monstre comme d'une muselière et forcer Boo à répondre à sa volonté. Cependant, ne se méfiant pas de l'intelligence de son nouveau sbire, Boo arrive à exécuter Babidi et n'ayant plus de garde-fou, sème le chaos et la terreur à travers le monde. Monsieur Satan, célèbre pour avoir vaincu Cell 7 ans auparavant, est alors envoyé pour exterminer la nouvelle menace. Celui-ci va aborder une stratégie particulière en devenant l'esclave de Boo, cependant, les deux êtres vont développer une relation inattendue, voyant une forte amitié naissante, Satan pouvant démontrer toute la bonté du monde, Boo se résignant alors à ne plus tuer personne. Il va d'ailleurs se retrouver à sauver la vie d'un chiot, révélant en lui un sentiment qu'il n'avait alors jamais connu auparavant, l'empathie. Donc on voit bien que Toriyama cherche à amener beaucoup de nuances de gris sur son antagoniste, chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, tout d'une fois, tant que l'ennemi n'était pas encore vaincu. Car dans Dragon Ball, c'est assez classique de voir un antagoniste passer de l'autre côté de la barrière, qui se rallie finalement à la cause de Goku. Sauf que,
Face à deux braconniers qui s'en prennent au jeune Chio, Boo entre dans une colère qui ne peut l'aider à tenir sa promesse. Il libère alors une rage telle que tout son côté maléfique s'échappe pour s'incarner en une sorte d'anti-Boo. Un être similaire en tout point, à l'exception de son apparence diamétralement opposée à Boo. Une couleur plus terne, une apparence très amaigrie et un visage triste. Voire même en colère. Les deux Boo s'affrontent, mais l'anti-Boo prend alors le dessus qui finit par lui renvoyer son rayon, transformant Boo en chocolat. Celui-ci, une fois mangé, se transforme alors en un nouveau Boo que l'on appelle plus communément Super Boo. Révélant alors un car design hyper menaçant, respectant cette fois-ci la promesse de Kaioshin telle qu'il avait décrit le monstre. Super Boo s'envole au palais de Dende pour affronter le fameux guerrier censé le vaincre et s'ensuit un affrontement dantesque avec Goten. Mais Boo par la suite va tout de même tuer toute la Team Z et l'affrontement avec Goten se conclut par une des aptitudes les plus folles de Boo, l'absorption. Alors je vais pas m'éterniser sur l'aptitude de l'absorption de Boo étant donné que j'en ai déjà parlé sur ma vidéo qui traite de la fusion dans Dragon Ball, mais retenons ceci. En absorbant ses ennemis, Boo assimile non seulement leurs capacités, leur force, leur puissance, mais également leur intelligence. Faisant alors de lui l'être le plus puissant de l'univers. Partant du principe que même s'il se retrouve face à un adversaire plus puissant que lui, il n'aurait qu'à l'absorber pour le vaincre et devenir encore plus puissant. Il réitère d'ailleurs la technique face à Gohan qui était déjà lui-même sûrement le guerrier le plus puissant, rivalisant avec le Saiyan 3 de son père. Boo devient alors l'être le plus puissant de l'univers, encore jamais vu dans Dragon Ball. J'ai gagné, c'est moi le plus fort. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord, mais rassurez-vous, on va en parler très vite. Goku et Vegeta prennent la difficile décision de fusionner de manière permanente pour vaincre le monstre. Et effectivement, Végéto va largement mener le combat contre Boo, qui ne lui laisse pas d'autre option que de l'absorber pour le vaincre. Sauf que cette fois-ci, je vous fais court, mais Végéto s'est volontairement laissé absorber dans l'espoir de retrouver leurs enfants. Le bouclier les protégeant de l'absorption, qui aura également pour effet de les défusionner. Enfin aujourd'hui on sait que s'ils ont défusionné, c'est tout simplement parce que la fusion Potala ne dure qu'une heure s'il ne s'agit pas de Kaioshin. Cet aspect nous permet de mieux appréhender l'absorption. Comprenons alors que Boo maintient en réalité ses hôtes en vie dans des cocons à l'intérieur de son corps, pour pouvoir maintenir l'assimilation de leurs capacités, constatant que les cocons, une fois détachés, font revenir Boo à son état initial de Super Boo. Découvrant le poteau rose, Boo décide d'affronter Goku et Vegeta à l'intérieur de son propre corps, Vegeta comprenant alors que lorsqu'il avait avalé le Boo transformé en chocolat, celui-ci avait eu droit au même traitement que le principe de l'absorption. Imaginons alors que celui-ci perdrait sa force si Vegeta arrache le cocon. Et laissant à ce moment-là apparaître une toute nouvelle version de Boo, la même que Super Boo, mais en version enfant. Tout mignon mignon. Seulement Kaiobito enfile un visage décontenancé, révélant alors que cette forme de l'antagoniste était la plus maléfique et la plus dangereuse. Expliquant alors que ce nouveau design est en réalité la forme originelle de Boo, un être uniquement fait d'aura maléfique qui devait finalement la forme que nous avions découvert au tout début de l'œuvre, à l'absorption du Grand Kaioshin. Et c'est après avoir absorbé le Grand Kaioshin que Boo avait finalement emmené avec lui toute la bonté et tout l'altruisme du Kaioshin, ce qui avait permis d'atténuer le maléfisme de Boo. Et par conséquent le rendant un petit peu plus docile et beaucoup moins cruel, même si quand même il en avait sous le coude. Mais maintenant entièrement délesté de tout ce qu'il avait absorbé, Boo réussit ce qu'aucun autre antagoniste avait fait auparavant, détruire la Terre et tous ses habitants. C'est dans le domaine des dieux que le dernier affrontement aura lieu entre Boo, Goku et Vegeta. Satan se prête au combat, mais le corps de Boo version Shin, resté coincé dans le corps de Kid Boo, n'ayant pas été évacué par Goku et Vegeta, empêche l'attaque jusqu'à être recraché par Boo, pouvant alors se joindre à nos héros et prendre part au combat. Après avoir réuni les Dragon Ball sur Namek et ressuscité tous les terriens, Vegeta et Goku s'appuient sur l'aide du monde pour former un Super Genki-Dama et terrasser une bonne fois pour toutes l'antagoniste. Mais une fois terrassé, Boo va tout de même évoluer par la suite sous deux nouvelles formes. Enfin en quelque sorte. Le gentil Boo va être adopté par la Team Z, sauvé par Satan qui le recueille, puis le Boo originel aura droit à une nouvelle chance, se réincarnant en un jeune guerrier appelé Oob, qui va clôturer l'arc de Dragon Ball en partant s'entraîner avec Sangoku. Donc quand l'arc Boo se termine, tout le monde est d'accord pour dire que Boo a été l'antagoniste le plus difficile à affronter. Goku et Vegeta n'arrivant jamais finalement à vraiment mener ses combats contre lui, principalement dû au fait que quand on y réfléchit, Boo n'a absolument aucun enjeu. Seulement le plaisir de semer le chaos
et de faire en sorte d'anesthésier sa frustration, n'étant pas capable de la gérer. Et traditionnellement dans Dragon Ball, la dernière forme que Goku doit affronter est a priori la plus puissante de toutes les formes de transformation de l'antagoniste. Cependant, un débat perdure quant à la véritable forme de Buu qui serait la plus puissante, estimant pour la plupart que Buuhan, version de Buu ayant absorbé Gohan, serait en réalité bien plus puissante que la forme primale de Buu, autrement dit sa version enfant, que l'on peut appeler Kid Buu. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une toute petite analyse. Reprenons depuis le début. Ça suffit, je t'interdis de te payer ma tête. Kid Buu est selon nos informations la forme la plus primitive de Buu, du mal pur n'ayant qu'un objectif, le chaos. Kid Buu absorbe par la suite le Kaioshin du Sud, gagnant vraisemblablement sa carrure et donc sa puissance. Cette nouvelle forme de Buu serait donc forcément plus puissante. Buu absorbe ensuite le Grand Kaioshin, et comme nous l'avions évoqué, cette nouvelle version de Buu en sort finalement moins puissante en termes de force pure, et avec plus de bonté. La personnalité du Grand Kaioshin prenant une sorte d'ascendant sur le mal de Buu, qui en devient moins dangereux et plus docile. Donc là effectivement, on a un gros déficit de puissance, et je ne pense pas prendre de risque en disant que à ce moment-là, le Buu version Shin est moins puissant que le Kid Buu. Par la suite, le mal pur de Buu s'échappe pour s'incarner en une forme de Buu équivalente. Donc là encore, on peut présupposer que cette version est moins forte que Kid Buu, mais possède un léger avantage. Son absence totale d'empathie et la bonté qui va défavoriser notre Buu, cherchant pendant le combat à également protéger Monsieur Satan. Donc Buu se fait manger, Super Buu arrive, mais garde tout de même du coup les vestiges du Buu version Shin. Donc quelque part, une petite forme d'empathie continue à exister à l'intérieur de Super Buu, ce qui l'empêche d'ailleurs de tuer Satan à un certain moment. Et oui, n'oubliez pas cette notion de mathématiques, moins fois moins, ça fait plus. J'ai jamais capté ça. À moins que tu n'aies séché quelques cours, ça ne m'étonnerait pas de toi. Ensuite, nous avons l'absorption de Gotenks et Piccolo. Gros pic de puissance, mais surtout d'intelligence, rendant Buu bien plus stratégique et donc bien plus fort. Donc là, ça paraît logique d'estimer que Buu-Tenk est plus puissant que Kid Buu. La fusion des garçons se termine, petite baisse de puissance pour Buu, qui absorbe ensuite Gohan, alors à son apogée de puissance, étant le guerrier le plus puissant de tous les Saiyans. Oui, vous avez bien entendu, à son apogée de puissance. Cela semble donc indiscutable. On démontre par A plus B que la montée en level de Buu après son absorption de Gohan rivalise largement avec sa forme primitive. Plus fort, plus puissant, plus intelligent et plus stratégique, à tel point que ni Sangoku ni Vegeta ne se sentent à la hauteur pour mettre fin aux agissements du monstre. Mais si on arrive à se mettre d'accord sur le fait que Buuhan est à ce moment-là plus puissant que Kid Buu, il faut être capable d'expliquer pourquoi Kaio Bito fait une tronche de 10 pieds de long lorsqu'il découvre l'apparence de Kid Buu. Et ben en réalité, il y a une explication très simple qui confirme ma démonstration. Désolé les copains, mais cette fois-ci on va un peu jouer sur les mots. En réalité, si Kaio Bito semble si terrorisé, ce n'est pas parce qu'il considère cette version de Buu comme la plus puissante, mais comme la plus dangereuse. Dans la mesure où cette version de Buu ne possède pas le garde-fou qui était à la fois la bonté du Grand Kaioshin, mais également celle de tous nos héros qui ont été absorbés, Buuhan étant forcément influencé par l'esprit de toutes les personnes qu'il a absorbées, cherchant finalement à établir son statut de plus grand guerrier de l'univers, et donc choisir une espèce de chaos plus méthodique et plus stratégique. Alors que Kid Buu, il détruit tout sur son passage sans vraiment réfléchir à ce qu'il fait. Il nous en fait la démonstration parfaite en partant de planète en planète pour retrouver Goku et Vegeta, puis annihiler à chaque fois toute forme de vie après son passage. Kid Buu tue en quelques minutes des milliards de vies, alors que Buuhan n'a pas besoin d'entreprendre de telles barbaries. Et donc voilà pourquoi Kaio Bito est terrorisé à l'idée de revoir cette version de Buu, cette forme primitive qui lui avait causé tant de mal par le passé. Et alors que j'ai posé tous mes arguments sur la table, la conclusion semble évidente. Buuhan est plus puissant en termes de puissance que Kid Buu, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les scénaristes ne font pas refusionner Vegeta et Goku pour l'affrontement final, qui aurait offert une conclusion bien trop rapide et bien trop facile. Mais je suis au regret de vous informer que tout ce que je vous ai démontré là, ça sert à rien. Parce que toute ma démonstration ne vaut rien face à la parole du créateur, Akira Toriyama, qui a confirmé de son côté que Kid Buu était la version la plus puissante de Buu. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, je sais, c'est décevant. Mais souvenez-vous ce qu'on avait dit plus tôt.
Je vous ai expliqué que Toriyama avait pour idée de casser le code habituel, voulant que le personnage le plus puissant soit forcément le plus grand, le plus musclé ou le plus terrifiant. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il a voulu faire quand il a créé Kid Buu. D'ailleurs, voilà ce qu'il avait déclaré. La plupart du temps dans Dragon Ball, le personnage le plus fort à ce jour est la plus petite version, la plus mignonne et la plus jeune, comme pour Goku ou Freezer. C'est le cas de Majin Buu dans sa dernière transformation. J'avais envie d'aller à contre-courant des gens qui pensent que le plus fort c'est le plus grand et le plus costaud. J'ai eu envie de démontrer cela en racontant une histoire peu conventionnelle et contradictoire. Bon alors oui, vous avez raison. Parce que si on prend le temps de décortiquer ce que vient de nous dire Toriyama, il faut qu'on fasse un peu preuve de bon sens quand même. On ne peut décemment pas accepter, malgré ses déclarations, que les versions jeunes de Goku sont les plus puissantes. Parce que très honnêtement, je prends pas trop de risques à dire que le Saiyan 3 de Goku aligne sans problème la version enfant. Donc si l'on se réfère à une logique rationnelle, et ce malgré les dires de Toriyama, on ne peut que confirmer que Buuhan est le plus puissant de toutes les versions de Majin Buu. Mais bien évidemment, j'ouvre le débat dans les commentaires. Ceci dit, peu importe la forme, que ce soit dans toute œuvre confondue de la pop culture, Buu est vraiment une entité à part. Sûrement une des plus surprenantes, permettant d'ailleurs aux spectateurs de suivre une véritable évolution, que ce soit d'un point de vue esthétique, sur le car design, mais surtout la manière dont Toriyama a su surprendre le lecteur. Buu ayant toujours un comportement inattendu, relevant systématiquement du véritable enjeu autour de son réveil. D'ailleurs, l'exploration de ce personnage a tellement bien été exploitée que par la suite, aucun auteur ne sait quoi faire de ce personnage aujourd'hui. On sent bien que personne ne veut prendre le temps d'écrire un arc pour Buu. Ils sont même allés jusqu'à l'évincer du tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super, alors que ça aurait été le meilleur moment pour recommencer à l'exploiter. Et en réalité, c'est dans Dragon Ball GT qu'on va avoir droit à une belle conclusion pour le personnage. Buu décidant de se sacrifier pour fusionner avec Oob et lui offrir alors tous ses pouvoirs. J'espère vraiment un jour que le passé de Buu pourra être mieux exploré et son avenir mieux développé. Allons, ne sois pas si pressé. Nous avons devant nous l'éternité. Et c'est là-dessus que l'on termine cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.